Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal qui sera très largement consacré à la première journée de la Hawaii Kinui. Avec ce nouveau record établi par Shelva'a entre Huahine et Raiatea, l'équipe au coquillage explose le chronomètre et coiffe au poteau ses rivaux. Il va leur être très difficile de revenir. On voit tout ça en détail dès le début de ce journal avec David Chang en direct depuis Uturoa. A tout de suite, David. À Moorea, toujours pas de réponse 2 jours après la mort suspecte d'un jeune homme de 21 ans. Nous sommes allés à la rencontre des habitants de Vaiare où le corps a été retrouvé. Certains n'osaient déjà plus sortir la nuit. Vous entendrez pourquoi. Dans l'actualité également, les préparatifs à 2 jours de la Toussaint. Il faut entretenir et ressabler les tombes et surtout partager le souvenir des disparus. Nous nous sommes rendus dans un cimetière de Arue. Et pour s'amuser tout de même un peu de la mort, quoi de mieux que Halloween. Demain soir, faites attention en rentrant chez vous, vous pourriez tomber sur des monstres effrayants à la recherche de bonbons. Zoom justement sur les produits phares de l'année. En cet avant-dernier jour du mois, une piqûre de rappel, Octobre Rose touche à sa fin, mais le combat contre le cancer du sein ne s'arrête pas là. Une compagnie aérienne a joué le jeu pour sensibiliser. Montez à bord en fin de journal. Pour ce premier jour de course, ils ont donc marqué un grand coup. Les rameurs de Shelva'a se sont octroyés la victoire en 3 heures, 18 minutes et 51 secondes au terme d'un parcours sans faute entre Huahine et Raiatea. David Chang, on vous retrouve sur place à Uturoa à l'arrivée. On savait que Shell allait frapper fort cette année. Ils excèdent même les attentes. Bonsoir Florence, et oui, il réalise carrément un temps record, un temps 2 minutes meilleur que l'an dernier. Et il faut savoir que les temps sont comptabilisés, les records de temps sont comptabilisés seulement depuis l'an dernier parce qu'on a changé le parcours en 2018. Donc les temps précédents ne sont pas pris en charge et ça n'enlève quand même rien à la performance de Shelva'a. Je vous propose de regarder ce résumé de Teupo Fatupua. C'est parti! C'est un véritable coup d'éclat. L'équipe de Hirai de Tu'ura Mairau prend la tête de ce départ, suivi de Arue et de Mairenui. Surprise du jour, eh bien, Tamari Hirai de Rurutu est actuellement au coude à coude avec Shelva'a. Mais dès la sortie de la passe de Avamwa, les grands clubs Timo Pete, RTT, Shelva'a reviennent très vite aux avant-postes. Shelva'a reprend la tête de course avec son Hutipari. Et à ce stade déjà, la bataille se joue pour la 2e place entre la Timo Pete, RTT, EDT, Manhiva. Les caps sont bien évidemment décisifs. Appréciez la glisse de cette pirogue de Manhi, une houle négociée parfaitement par le pépérou Moyava. Après près de 3 heures de course, Shelva'a est à 5 minutes d'avance, soit un peu plus de 1,5 km. Il est seul au monde. Image explicite sur le cap choisi par Shell. Et derrière, loin derrière, EDT prend la 4e place. Une première étape qu'il terminera en 3 heures 30 minutes 35 secondes. On a mal débuté nos 2 premières heures. On n'avait pas vraiment trouvé notre feeling. Et puis après 2h20, 2h30 de course, le coup de drame commençait à revenir un peu, même le moral, quoi. RTT va-t-il pouvoir rejoindre Team OPT? En tout cas, c'est un autre coup de drame qu'il nous propose. La pirogue arc-en-ciel prend la 3e place en 3h28 minutes 40 secondes. Voilà l'équipe de Team OPT, 2e à franchir la passe, semble-t-il. Timo Pete qui remporte donc la 2e place en 3h25 minutes 56 secondes. Aujourd'hui, on a prouvé encore comme à Moloka et qu'on a notre place quand même sur le podium. Et on voit Shelva'a qui avance progressivement. Ils sont sereins comme depuis le début. Shelva'a bat son propre record. Il franchit la ligne d'arrivée en 3h18 minutes 51 secondes, soit 2 minutes de moins que l'an dernier. Pas victoire facile, mais on a bien suivi les conseils. Surtout cette course, c'est la première étape. Il faut marquer le jeu, quoi. Avec ses 7 minutes d'avance, Shelva'a conforte donc sa place de leader. Tout se jouera donc pour la 2e place entre les grandes équipes et celles des îles, à l'image de Manhiva qui se classe au top 5. Et
Justement, on fait le point tout de suite avec vous, David, sur le classement à l'issue de cette première étape. Et oui, eh bien, Shelva, le classement est sans appel. Shelva est premier, loin devant, avec plus de 7 minutes d'avance. On l'a vu dans le sujet, dans le reportage, sur OPT, qui est deuxième. Après, les temps se rapprochent plus. On a RTT qui est troisième avec un temps de 3h28 minutes et 40 secondes. Enfin, EDTVA, vainqueur à 4 reprises en 2017, a pris une douche froide aujourd'hui puisqu'elle n'accède pas au podium. Elle est à la 4e place. On parle rapidement des vétérans également. On a Tohi Vea, Va'a, vétéran qui termine premier chez les vétérans. Demain, il faut noter qu'on aura un départ à Tapu Tapu Atea, des seniors et des vétérans dames à 6h30. Et ensuite, à 10h30, on aura à Ta'a le départ des seniors, hommes et vétérans. Et demain, sur la ligne de départ à Rayatea, il y aura quelques équipes supplémentaires, David. Et pour participer à la course, leurs membres ont dû surmonter quelques obstacles. Oui, ils souffrent d'un handicap. Certains ont eu des accidents graves qui ont bouleversé leur vie. Et c'est le cas d'ailleurs de Hakim. Hakim que Nicolas Suir a rencontré avec Miko Vanfo. Regardez. À première vue, ces rameurs semblent tout à fait normaux. Mais de ces deux équipages, seules 3 personnes sont valides. 5 minutes. Les autres ont une mobilité réduite, à terre. En mer, ils se sentent pousser des ailes. Est-ce que du plaisir, quoi? Que du plaisir avec ces sensations de glisse, tout ça, et les copains, là. On essaye de faire un seul sur la pirogue, quoi. Carrément le pied, quoi. Prendre son pied. Hakim a de l'humour, lui, en fauteuil roulant toute la journée. À la mairie d'Aroué, lorsque ses collègues ont appris qu'il rame tous les jours depuis 3 ans, il est devenu une source d'inspiration. Je n'ai pas d'excuse à rater les entraînements parce que Hakim, il est tout le temps sur le plan d'eau, il s'entraîne. Même avant de venir au travail, je le croise sur la route. Hakim est sur son fauteuil, il va faire des tournées pour travailler son cardio. Donc voilà. Une passion qui lui donne des forces. Et il lui en faut. On ne se rend pas compte de l'énergie et du temps nécessaire à une personne à mobilité réduite pour monter dans sa voiture. On a déjà démarré l'échauffement, là. À partir du moment, déjà, quand tu te dis que c'est l'heure, le mental il commence déjà à changer. Donc après, quand tu montes dans la voiture, c'est l'échauffement. L'entraînement, lui, débute à 17h. Mais il faut environ 1 heure à Hakim et ses équipiers pour s'installer. Une fois que tous sont prêts, adieu les chaînes de la servitude, bonjour la liberté. On est sorti du lagon, on fait comme si on sort du lagon de Rayatea. Dès qu'on attaque la haute mer, on va chercher la houle. Si l'entraînement est sérieux, c'est parce que ces 2 équipages participent à Hawaii Kinui. Ils parcourront la 2e étape, celle de 26 km entre Rayatea et Ta'a, une véritable prouesse. Il n'y a pas si longtemps que ça, quand je dis il y a 3-4 ans, venir à l'extérieur était vraiment un combat pour eux, quelque chose de très, très difficile à effectuer. Mais au fur et à mesure, justement, j'ai dit qu'il faut qu'on fasse un avec la pirogue et l'élément. C'est ce qui fait que voilà, quand on est humble dans l'océan, l'océan nous accepte. Et voilà ce qu'ils arrivent, ils arrivent à ramer comme tout le monde. Parmi ces accidentés de la vie, il y a d'anciens rameurs, aujourd'hui trop heureux de rivaliser de nouveau avec les valides. Sur l'eau, les différences s'estompent. Voilà Florence, on arrive au terme de cette page spéciale VA. N'oubliez pas ce soir également un résumé plus complet de cette première étape de la Hawaii Kinui VA. Et demain, on sera sur l'eau à partir de 7h. Et on ne ratera pas ça. Merci beaucoup David. Dans le reste de l'actualité, à présent, toujours aucune piste à Moorea après la mort suspecte d'un jeune homme de 21 ans lundi soir. Au niveau de la sécurité, aujourd'hui, ça fait un peu peur pour les administrés. L'adjoint au maire de Te Avaro le confirme donc sur place. Les habitants vivent dans une certaine crainte. Certains n'osent d'ailleurs plus sortir la nuit. Reportage dans le quartier de Vaiare, Lucille Guichet-Tirao, Mirko Vanfo. Le quartier du magasin Bayside à Vaiare est sous le choc, 2 jours après le décès encore inexpliqué d'Étienne Manouari.
Il y a bien quelques bagarres, des incivilités, mais jamais de faits aussi graves. On a entendu parler des plaintes de la locataire devant qui disait comme quoi elle aussi, on lui éteignait son compteur. Et donc la nuit, elle n'osait même pas les rallumer tellement elle avait peur. Justement parce qu'après, dans la nuit, il secouait son portail. Alors elle avait peur la nuit. Là. Maintenant, on ne sort pas. Encore 2 jours, ça va. Hein? Mais de nuit, non, c'est pas la peine. C'est les gens qui traînent du quartier, il faut surtout faire attention. À quoi? On ne sait jamais, on ne te tape pas derrière, hein, et toi tu ne sais pas c'est qui. Pour le moment, aucun suspect n'a été identifié, mais pour le maire délégué de Teavaro, pas question de stigmatiser ce quartier où il vit lui-même. Il y a des gamins qui jouent, qui prennent ça en jeu et qui circulent en bande, que j'ai calmé avec les personnes que j'avais emmenées pour les voir, ces jeunes-là. C'est vrai qu'ils prennent ça comme un jeu. Et c'est vrai qu'au niveau de sécurité, aujourd'hui, ça fait un peu peur pour les administrés du quartier. Car malgré les premiers soins prodigués par les riverains, Étienne Manouari n'a pas survécu. Pour les pompiers intervenus sur les lieux, il y a bien eu des coups portés sur le jeune homme, mais l'autopsie prévue samedi devra le confirmer. Quand il y a des bagarres, ce n'est pas nous qui intervenons. On répercute toujours l'appel au niveau de la police municipale et de la gendarmerie de Montréal. Et par la suite, on est là pour les blessés, des trucs comme ça, des personnes qui sont blessées. Voilà. Est-ce que ça arrive souvent? Tempéralement, ça dépend de l'humeur, je crois, des personnes qui sont dans le quartier. Les habitants du quartier Bayside attendent aujourd'hui des réponses après le décès de ce jeune homme de 21 ans, décrit comme calme et apprécié de tous. Et la Polynésie s'apprête à rendre hommage à ses défunts. À 2 jours de la Toussaint, les cimetières s'animent déjà de familles venues entretenir les tombes et transmettre le souvenir des disparus aux plus jeunes. Reportage à Aroué de Stéphane Ratino et Heidi Yenko. Le vent est léger et l'horizon donne à l'infini azur la douce espérance du haut défunt, comme un baume sur le cœur des vivants. Elisabeth est venue avec son compagnon et son petit garçon pour tout nettoyer et poser au-dessus de la sépulture de son papa le sable blanc venu de Taha. Un devoir pour cette jeune femme, résidente à la Presqu'île et qui a perdu son père au temps de l'enfance. Ouais, j'avais 5 ans. J'ai toujours ce souvenir. Ça fait 23 ans maintenant qu'il n'est plus là. Et tous les années, je viens. Et je pense que je suis la seule à venir si ça tombe le nettoyer. Toute cette semaine, les familles de Polynésie préparent le 1er novembre. Marilyn, aidée de son époux, lave à grand eau la dernière demeure où reposent ses beaux-parents, un monument marbré il y a 1 an maintenant. Vous êtes venu à quelle heure ce matin? 10h. À 10h. Et là, il y en a pour une grosse heure pour nettoyer? C'est vite fait, quoi. Juste nettoyer un petit peu. Et puis je passe là-haut chez mon père. Mon père, il est juste là-haut, là. À côté, quoi. Ces rendez-vous du 1er novembre sont emplis d'une infinie tendresse, d'une sacralité familiale, où la mort emporte certes le corps de parents aimés, mais où l'âme des défunts vit au travers des vivants. Vendredi, comme depuis 20 ans, toute la famille viendra. Tous les ans, on vient. C'est important pour toi, pour les enfants? Oui, c'est important pour montrer un peu aux enfants que nous, on en a des parents, des grands-parents. Donc il faut qu'ils sachent. Il faut qu'ils reprennent le flambeau après. Le cours de l'histoire. Voilà. En Polynésie, peut-être plus qu'ailleurs, l'amour reste plus fort que la mort. Et si vous habitez Fa'a, sachez qu'au cimetière, la présence de structures comme les chapiteaux au-dessus des tombes est désormais interdite. La population est donc invitée à les retirer à l'approche de la saison cyclonique. Qui dit Toussaint dit aussi Halloween. Difficile de nos jours d'échapper à cette tradition empruntée à nos voisins américains. Les enfants l'adorent et les commerçants aussi, car la fête des morts version citrouille et squelette attire le consommateur dans les magasins. Brigitte Olivier, David Coinon. Halloween, que vous soyez réceptif ou pas, ça marche. Et pour vendre de tout, des grenouillères pour bébés, aux vêtements de surfwear, certains commerçants débordent d'imagination pour décorer leurs vitrines et attirer l'œil des consommateurs. Même les boutiques de chocolat de luxe s'y mettent avec des packagings très recherchés. Ici, il y a des boîtes garnies pour les adultes et des produits conçus spécialement pour les enfants. Le sac, alors, c'est un petit complet de ce que vous allez trouver avec les boules Halloween. On a un petit surplus de sucettes Halloween et un petit sachet qu'on s'est fait, une petite composition avec un chocolat fantôme au lait, bien sûr. Vous avez la petite citrouille et la petite citrouille assez moche. Moche, mais mignonne quand même.
Les galeries marchandes ont été décorées, comme les magasins aux couleurs d'Halloween, une fête qui permet aux commerçants d'attendre Noël patiemment. Mais le temple dédié aux horreurs du Grand Soir, c'est ici qu'il se trouve. L'imagination sans borne des designers du frisson s'exprime en toute liberté. Des ossements, du sang, des bestioles dégoûtantes. Toutes les générations se mélangent dans les allées de ce magasin qui ne désemplit pas. Des jeunes cherchent des masques pour le Grand Soir sans avoir vraiment fixé un emploi du temps. Soit je vais aller avec des collègues, soit je vais peut-être rester dans mon quartier avec les autres. Les plus jeunes, eux, connaissent bien le programme des réjouissances. Après, on va cacher les bonbons, on va se déguiser. Et après? On va se maquiller et se coiffer. Et après? Après, on va faire le tour du quartier pour aller demander des bonbons. Oui? C'est ça. Quant aux mamans, elles vont passer à la caisse, histoire de faire plaisir à la famille et aux amis. C'est surtout une excuse pour faire la fête. C'est plus ça. Et puis, c'est surtout pour les enfants, pour les amuser. Et les commerçants se frottent les mains. Ça marche bien ce business d'Halloween? Ah oui, ça marche carrément bien. On ne peut pas dire, mais la plupart des clients ils viennent toujours au dernier moment où il y a presque plus. Alors attention au timing, il sera peut-être trop tard demain soir pour se procurer ces horreurs. Et n'oubliez pas la phrase magique demain soir, trick or treat, des bonbons ou du boucan pour la traduction française. D'habitude, c'est la compagnie Bleu, Blanc, Rouge, mais aujourd'hui, Air France, c'était Bleu, Blanc, Rose. Pour sensibiliser contre le cancer du sein, tout le personnel a joué le jeu, de l'enregistrement jusqu'à l'intérieur de l'avion. Embarquement avec Heidi Yenko. Du rose de la tête aux uniformes. Ce matin, au comptoir d'enregistrement, les agents de RTT arboraient de belles couronnes de fleurs, faites main auréa. Dans la salle de briefing d'Air France aussi, le rose est de mise pour les personnels navigants. C'est important pour nous cette sensibilisation pour nos clients, bien évidemment. Donc nos clients se verront offrir des bracelets ainsi que des dépliants de l'association, les hôtesses de l'air contre le cancer, pour les sensibiliser à ce fléau que connaît le monde et la Polynésie en particulier. En effet, dans le vol de ce matin, les touches de rose sont visibles dans la cabine de l'avion. Des tétières aux affiches, en passant par les serviettes en papier qui serviront durant le service à bord. Et dès l'embarquement, les fameux dépliants d'information sur le dépistage qui font un clin d'œil aux dépliants de sécurité de l'avion. Pour les personnels navigants, c'est une fierté de pouvoir arborer la couleur de la lutte contre le cancer du sein pendant ce vol. Je crois qu'on est privilégié parce qu'en tant qu'hôtesse de l'air, on côtoie beaucoup de gens, on voit beaucoup de pays et on se rend compte que le cancer, il est partout dans le monde, particulièrement en Polynésie. 135 cas en 2019 chez nous quand même, c'était 127 en 2017. Donc on y est particulièrement sensibilisé. Donc oui, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir porter les couleurs de l'association des hôtesses de l'air contre le cancer. Cette belle initiative, prévue sur le vol Papeete-Los Angeles, laisse tout le temps aux passagers d'être sensibilisés. Octobre Rose prend fin demain, mais si vous ne l'avez pas encore fait, appelez votre médecin et planifiez votre mammographie de contrôle à faire tous les 2 ans à partir de 50 ans et jusqu'à 75 ans. La hausse de la fréquentation touristique se confirme. En août, la Polynésie a accueilli 8,7% de visiteurs en plus par rapport à l'an passé. 227 334 touristes ont visité nos îles au cours des 12 derniers mois, des chiffres qu'on n'avait pas vus depuis 2001. Et puis ce sera un atout touristique de plus pour la Polynésie, l'inscription des marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le dossier continue d'avancer. Il est désormais entre les mains d'un maître d'ouvrage qui le présentera devant les experts entre juin et avril 2020. Il s'agit de la 2e étape dans un processus qui en compte 3 au total. Aux Marquises, justement, il offre une seconde chance aux jeunes en situation personnelle ou professionnelle instable. Le RSMA a fêté hier soir son 30e anniversaire. Le régiment du service militaire adapté s'était implanté tout d'abord à Hivaoa en 1989, avant d'essaimer à Tahiti et Tubuai. Et c'est donc sur cette île des Marquises que les célébrations ont eu lieu, en présence du chef de corps et de Guillaume Audbeau, le nouvel administrateur d'État pour les Marquises, que l'on écoute tout de suite. Nous les formons d'abord pour acquérir des codes comportementaux à travers la formation militaire. Puis, nous les formons professionnellement à un métier. Nous avons 24 métiers différents possibles, allant de maçon à développeur web,
en passant par agent polyvalent de restauration. Puis tout au long de la formation, le jeune va recevoir également une formation citoyenne pour qu'il puisse s'insérer le mieux possible dans la société et la communauté polynésienne. Et puis, à la fin de sa formation, qui va durer entre 6, 10 ou 12 mois, nous allons l'aider à trouver un emploi sur le Whenua, dans le métier qu'il a choisi, pour lequel il a acquis des compétences à la fois sociales, comportementales et bien entendu professionnelles. Ce soir sur Polynésie la première, ne ratez pas le magazine Vevo. Il vous emmène à 19h40 à Hao. Brigitte Olivier et Marcel Bonneau sont allés à la rencontre des habitants de cet atoll des Tuamotu, à 920 km de Tahiti, pour savoir ce qu'ils pensent des fermes aquacoles chinoises qui doivent s'implanter sur place 20 ans après le départ du CEP. Regardez cet extrait. Durant un peu plus de 30 ans, Hao, l'un des grands atolls de la Polynésie française, a servi de base avancée pour le centre d'expérimentation du Pacifique, le CEP. Il est situé à 430 km de Moruroa et Whangatofa, les deux atolls sacrifiés pour les essais. Au plus fort des expérimentations nucléaires entre 1966 et 1996, les infrastructures de l'armée installées à Hao pouvaient accueillir jusqu'à 3000 militaires, alors que la population autochtone ne comptait pas plus de 200 personnes au début des années 60. La vie de tous s'en est trouvée bouleversée. Hao, l'île des répudiés, c'est dans Vevo, votre magazine présenté par Lucille Guichet à 19h40 sur la première. En bref, en Nouvelle-Calédonie, le président de la province Nord, Paul Néaoutine, a été condamné à 8 mois de prison avec sursis pour favoritisme. Il avait attribué le marché de transport d'enfants handicapés sans appel d'offres. Sa condamnation a été assortie de 500 000 francs d'amende. Il envisage de faire appel de cette décision de justice. À Hivaoa, les passionnés de surf se sont retrouvés pour une compétition en 4 catégories. Surf, longboard, bodyboard et master. Les conditions étaient un peu mitigées au début avec une toute petite houle, mais les séries ont finalement atteint 1 mètre à 1,50 m. La Fédération polynésienne de surf était représentée par Philippe Climat, qui a mis en place un système de notation. Il permet aux compétiteurs de connaître son score en temps réel pendant sa série. Des conditions assez mitigées. On a commencé avec une petite houle, puis au fur et à mesure de la journée, le offshore s'est imposé et les séries ont commencé à monter à 1 mètre, 1,50 m. Donc une bonne journée et encore pas mal de participants, donc bonne réussite pour cette deuxième édition. Un visiteur de marque est arrivé en Polynésie, mais vous ne risquez pas de le croiser. Bono du groupe U2 a atterri en jet privé à l'aéroport de Tahiti-Fa à lundi. Il a aussitôt redécollé à direction ce petit paradis, l'atoll de Nuku'tepipi, chez son ami Guy Laliberté, le chanteur irlandais qui prend quelques jours de repos avant le début de sa tournée Joshua Tree Tour 2019, qui débute donc le 8 novembre à Auckland. On aimerait y être. On vous rappelle l'information principale de ce journal, la victoire de Shelva'a lors de la première étape de la Hawaii-Kinui entre Huahine et Raiatea, l'équipe qui assoit sa domination sur les autres clubs et établit même un nouveau record. On en parle tout de suite après ce journal dans notre page spéciale Hawaii-Kinui. À la une de vos journaux, la dépêche, sordide fait divers, et puis Tahiti Info qui titre sur la victoire de Shell, une Hawaii-Kinui pour l'instant colorée de jaune. Et on se quitte justement sur des images de la Hawaii-Kinui. Restez avec nous, la page spéciale démarre dans un instant. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.